La symphonie du hasard, livre 3, de Douglas Kennedy, lu par Ingrid Donadieu. Nixon a démissionné et Gerry Ford est devenu président. Le Vietnam s'est écroulé. Un Français fou allié du nom de Philippe Petit a franchi l'espace entre les deux tours jumelles sur une corde raide. La Turquie a envahi Chypre. On ne pouvait plus entrer dans un bar ou un diner sans entendre I Shot de shérif d'Eric Clapton, même si les gens cultivés parlaient surtout de Randy Newman, de Tom Waits et de Steely Dan. Et juste avant que l'automne n'arrive dans le Vermont, notre nouveau président a scandalisé tout le monde en graciant son prédécesseur, dont la paranoïa et le désir de vengeance avaient causé la perte. L'automne dans le Vermont. On répète partout que c'est une saison typique de la Nouvelle-Angleterre, où le feuillage prend une couleur intense et éblouissante. Début octobre, un brusque rafraîchissement a apporté 2 semaines de froid mordant et d'ensoleillement cristallin. L'automne dans le Vermont. J'étais consciente de sa beauté, mais de manière distante. Tout aussi distraitement, j'écoutais la radio et achetais parfois le journal pour m'informer des événements récents survenus dans le pays et le monde. Personne dans le petit immeuble où je louais un studio pour moins de $100 par mois ne me connaissait. Quand on me posait la question, je disais juste que j'étais étudiante à l'université. Toutes les 2 semaines, j'avais rendez-vous chez un audiologiste pour évaluer mon ouïe encore très abîmé. Pendant les 4 premiers mois, mes oreilles avaient sifflé en permanence. Ça avait fini par s'estomper, mais les sons aigus me causaient encore une vive douleur. Par moments, mon ouïe se brouillait. L'audiologiste m'avait proposé de recourir à des prothèses auditives, une pour chaque oreille, et je m'étais tout de suite imaginée en vieille sourdingue, avec 2 tuyaux reliés à des transistors énormes que je rangerais dans les poches de mon cardigan mangé au mythe. Mais Fred, le prothésiste, comme je l'avais surnommé, s'était montré très rassurant. À l'en croire, on venait de sortir des appareils sans fil, très discrets qui se dissimulaient derrière l'oreille. Fred avait la cinquantaine, une veste à carreaux criarde et couverte de pellicule, et portait d'épaisses lunettes. C'était le docteur Tarbell, mon ORL au Medical Center Hospital of Vermont, qui me l'avait recommandé. « Il est un peu excentrique », avait-elle ajouté avec un sourire, « mais il connaît son métier. Et puis, on aime bien les excentriques ici à Burlington. » Le cabinet de Fred était proche des arcades de Main Street. Comme il ne vendait pas que des prothèses auditives, sa vitrine était remplie de bras et de jambes artificielles. Il m'a fait passer toute une batterie de tests. Il accomplissait la moindre tâche avec une lenteur méthodique, mais maîtrisait effectivement bien son sujet. À la fin de notre première consultation, il m'a effleuré le bras d'un air triste. « Le docteur Tarbell m'a raconté l'origine de votre perte d'audition. Je tenais à vous dire que je suis terriblement désolée pour ce que vous avez traversé. » Chaque fois que quelqu'un mentionnait « l'incident », l'euphémisme si souvent employé, une brusque torpeur s'emparait de moi et, ajoutée à mes problèmes d'oreille interne, me rendait insensible à toute gentillesse. Bien sûr, j'étais consciente du tact et de la bienveillance dont les gens faisaient preuve, à commencer par les 2 robustes pompiers du Blinois qui m'avaient découverte prostrée sur Talbot Street, les yeux rivés sur une monstruosité que jamais je ne pourrais effacer de ma mémoire. Ils étaient parvenus à me soulever et à m'emporter juste avant qu'une voiture enflammée à quelques mètres de là n'explose à son tour. Quelques jours plus tard, le policier venu recueillir mon témoignage à l'hôpital m'a expliqué que, sans ces 2 hommes, j'aurais sans doute péri dans la déflagration. À quoi j'ai répondu que j'aurais préféré.